Alors, bonjour les amis, nous voilà dans cette deuxième vidéo cette semaine. Alors, hier, vous avez téléchargé le livre blanc en neurofeedback. Si vous avez fait, vous avez cliqué sur le lien, vous avez rencontré des difficultés, n'hésitez pas, envoyez-nous un mail. Je vais vous replacer le mail juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-nous un mail pour nous dire, écoutez, j'ai eu des difficultés pour télécharger et bien sûr, il me fera plaisir de vous retourner le lien. Donc hier, on a vu quand même pas mal de choses. Hein? Je ne sais pas si vous avez eu la chance de réécouter cette vidéo. Alors, nous avons vu d'ailleurs toute l'historique du neurofeedback. Et aujourd'hui, on va débuter cette vidéo. Donc, bonjour Joël. Bonjour Guylaine. Alors, j'ai le plaisir de partager cette deuxième vidéo avec Joël. C'est vraiment un plaisir. D'ailleurs, sachez que c'est la première fois qu'on réalise ce genre de vidéo et c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Voilà. Donc, Joël, j'aimerais pour cette vidéo 2 que tu puisses nous dire à qui s'adresse le neurofeedback. Oui, le neurofeedback, à qui s'adresse-t-il? Eh bien, le neurofeedback, il s'adresse à de très nombreux professionnels. Déjà, dans la mesure où les applications du neurofeedback sont très vastes et de plus en plus que cette méthode, bien sûr, se répand, et bien, il y a de plus en plus de professionnels qui sont intéressés pour aider leurs clients, leurs patients dans le cadre de leur exercice. Ça va des professionnels de la santé, bien entendu, aux professionnels de l'éducation et aux professionnels de l'accompagnement. D'accord, d'accord. Est-ce que un professionnel qui est sportif, donc un entraîneur, autant sportif de haut niveau qu'un entraîneur de sportif qui aujourd'hui, on a des sportifs amateurs qui sont quand même très performants, est-ce qu'on peut dire que le neurofeedback peut les intéresser également? Ben oui, on a d'ailleurs dans nos formations, nous avons déjà eu des coachs qui entraînent des équipes sportives. On a eu notamment aussi des responsables en France de centres, entre autres je me souviens du centre de haute altitude de Font-Romeu, qui est un centre d'exception pour pouvoir justement aider les futurs sportifs de haut niveau à pouvoir concourir en altitude et les effets de l'altitude sur l'organisme. Nous avons eu la chance d'avoir aussi des athlètes de très très bon niveau qui sont venus faire leur formation de neurofeedback pour pouvoir mieux coacher leurs poulains, leurs jeunes recrues et pouvoir justement ne pas baser simplement l'entraînement sportif que sur les qualités physiques de la personne, mais bien plus comme on le fait aujourd'hui sur les qualités mentales, cognitives et émotionnelles de ces sportifs. OK. Alors, écoute, Joël, je vais te poser une question. Peut-être au premier degré, elle va être un peu embarrassante. Pourquoi un professionnel de la santé, de l'éducation, de l'accompagnement, un sportif, des entraîneurs de sportifs de haut niveau ou des entraîneurs de sportifs, donc dans un but d'atteindre des objectifs de performance, pourquoi ils s'intéresseraient au neurofeedback? Alors c'est assez simple, hein. Aujourd'hui dans le monde actuel, s'il y a quelque chose qui est de plus en plus difficile, eh bien c'est la performance. C'est de performer, que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit dans le milieu sportif, dans tout milieu, même déjà dans le milieu scolaire, chez les enfants. La performance est quelque chose qui est en tête de chacun, de chacune. On le voit bien, nous sommes dans une ère de la mondialisation. On a vécu cette révolution du numérique et de l'informatique qui a totalement bouleversé nos pratiques, nos métiers. Et d'ailleurs, bien sûr, c'est pour le bien de la réalisation du travail, mais ça devient de plus en plus difficile si bien sûr on n'est pas au top de nos fonctions, de pouvoir faire face aux exigences du travail aujourd'hui. Donc c'est tout à fait naturel, voire irrémédiable, que aujourd'hui, que ça soit des personnes qui s'occupent dans le milieu du travail, des professionnels qui œuvrent dans le milieu
dans l'accompagnement pour justement permettre le changement, ces changements qui sont de plus en plus fréquents dans ces milieux, hein, et bien de plus en plus ces personnes s'intéressent à cette méthode du neurofeedback. Qu'est-ce qui va faire la différence pour ces professionnels de dire, OK, je vais chercher, hein, donc le neurofeedback, je mets ça dans mon coffret à outils, et là, qu'est-ce que ça va vraiment leur apporter de plus? De dire, OK, aujourd'hui, j'ai le neurofeedback, ça va m'apporter de quoi de plus? Parce que, bon, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, tu vois... Je pense que c'est tout à fait ce que nous avons vécu au Canada. Nous avons eu tellement de chefs d'entreprise qui sont venus nous rencontrer dans notre centre à Saint-Lambert pendant des années. Tellement de sportifs. Nous avons entraîné aussi des sportifs de haut niveau au niveau des équipes du Canada de patinage de vitesse, du patinage artistique. Donc c'est tout à fait, on va dire, normal et naturel qu'il y ait cette recherche. Et surtout, ce qui va faire la grande différence pour ces professionnels qui vont s'y intéresser, c'est qu'enfin, ils vont pouvoir mesurer et objectiver ce qu'ils font. On ne peut pas imaginer un coach sportif prendre en main un sportif sans lui faire une évaluation de sa condition physique. Est-ce que c'est suffisant de faire l'évaluation? Eh bien non. Alors justement, dans la mesure où la condition physique n'est pas le seul élément de la performance et qu'il faut aussi des capacités cognitives hors du commun, pour être un sportif hors du commun, et également un équilibre, donc une autorégulation de ces différentes fonctions, eh bien c'est tout à fait naturel que le EG quantitatif, ce dont nous parlions dans la première vidéo, cet outil de mesure, soit utilisé au début d'une prise en charge, que ce soit pour une préparation sportive ou pour toute autre prise en charge, de façon à pouvoir faire cet examen qui est simple, qui est non invasif, que l'on peut répéter et en fonction des progrès obtenus. Ça, c'est, je pense, déjà un des premiers éléments très importants pour ceux qui vont être intéressés par cette méthode. Super. Alors, on aura l'occasion de toute façon de voir dans une autre vidéo comment ça se déroule, bien sûr, une séance de neurofeedback. Hein? Donc, si vous restez, bien sûr, avec nous tout au long de la semaine, vous allez avoir la chance de voir le déroulement d'une séance en neurofeedback. Maintenant, est-ce que, selon toi, est-ce que tu crois que le neurofeedback, pour les thérapeutes qui sont en train de nous écouter, hein, qu'ils soient des thérapeutes, comme on a dit tout à l'heure, ou des coachs, ou des intervenants, hein, donc dans le domaine de la santé, est-ce que le neurofeedback pourrait être positionné en disant que c'est un accélérateur pour le thérapeute parce que ça lui permet de voir qu'est-ce qui se passe en temps réel au niveau du cerveau avant bien même que son client ou son patient puisse en prendre conscience? Est-ce que ça résonne, ça? Est-ce qu'on peut aller dans cette direction-là d'analyse? Oui, c'est évident que on dit souvent que le neurofeedback prépare le terrain, en fait. Avant tout, il faut pouvoir améliorer les réseaux neuronaux, ceux qui vont donner le meilleur fonctionnement cognitif, émotionnel et moteur. Et ensuite, à ce moment-là, on peut développer des compétences. Pour répondre à cette remarque, prenons le cas par exemple d'une orthophoniste qui fait une rééducation pour un enfant dyslexique. Un enfant dyslexique, par définition même, c'est un enfant tout à fait normal, qui vit dans un milieu familial normal, qui suit un cursus académique normal et qui n'arrive pas à lire. Et pourtant, il n'a aucun trouble structurel apparent. On sait aujourd'hui que la dyslexie, le trouble de la dyslexie, s'objective au niveau de perturbations dans des régions cérébrales bien précises. Il y a à peu près 14 zones cérébrales qui interagissent ensemble dans la capacité à lire. Et bien sûr, comme on ne naît pas en sachant lire, si on n'a pas accès à la lecture, bien on ne pourra pas développer l'amour de la lecture. Et pourtant,
l'amour de la lecture, c'est quand même la cerise sur le gâteau parce que ça nous permet de nous transporter ailleurs, c'est l'ouverture, c'est l'accès à notre imagination, etc., etc. Donc, pour un orthophoniste ou une orthophoniste, pouvoir faire du neurofeedback avant même de faire sa rééducation, ou du moins en amont de sa rééducation, ça va lui permettre de faciliter l'accès à la lecture et de pouvoir, à ce moment-là, accélérer les résultats de sa rééducation. C'est très intéressant, hein, l'ajout que tu viens de faire. Donc, on parle ici d'une orthophoniste, mais on peut parler d'une ergothérapeute. Et là, ça m'amène à cette deuxième question. Parce que tu as dit tout à l'heure en préambule que le neurofeedback s'adressait à différentes difficultés. Hein? Est-ce que tu peux nous décrire ces axes, hein, donc de travail? Parce que bien sûr, chaque thérapeute qui nous écoute, chaque professionnel qui nous écoute, chaque coach qui est en train de nous écouter, bien sûr, dans l'exercice de leur profession ou de leur activité professionnelle, vont se reconnaître. Est-ce que tu peux nous présenter autant chez les enfants que chez les adultes, que chez le sportif? Si tu peux bien nous mettre ça en catégorie pour qu'on soit capable de bien suivre. Et là où le neurofeedback est performant. Bon, nous avons abordé le volet, on va dire, des coachs du sport. On vient d'aborder la profession d'orthophoniste, qui est, à mon avis, une profession qui devrait, dans l'avenir, être excessivement concernée par le neurofeedback. Comme tu l'as précisé, les ergothérapeutes, et si on se base sur déjà les personnes que nous avons formées, de nombreux psychomotriciens et psychomotriciennes, qui, comme nous l'avons fait dans notre centre à Montréal, peuvent exercer justement des thérapies combinées, c'est-à-dire allier tout ce qui est développement moteur, en passant justement par des méthodes de biofeedback, en même temps que le neurofeedback. C'est vraiment une avenue royale pour ces professionnels-là. Hein. Mais aussi, il n'y a pas que ces professions de la rééducation. On pense, moi je suis physiothérapeute qui naît de France, là, et bien automatiquement, on pense en premier lieu à la douleur chronique. Aujourd'hui, on est encore beaucoup trop, parmi la centaine de milliers de kinésithérapeutes en France, à penser que les douleurs musculo-squelettiques sont des problèmes mécaniques, alors qu'en fait, ce sont des conséquences sur la mécanique, mais qu'il y a automatiquement, et de façon tout à fait physiologique, des perturbations au niveau cognitif et émotionnel chez les patients qui développent des douleurs chroniques. Parce que, par définition, ce qui est chronique, c'est ce qui ne répond pas au bout de 6 mois aux médications habituelles. Donc, c'est quand même quelque chose qui non seulement, même s'il y a un élément physique au démarrage, mais qui devient rapidement interrelié à des troubles neurocomportementaux, et le cerveau est partie prenante à 100% dans ces problématiques. Donc à partir de là, oui, on pourrait dire que tous les kinésithérapeutes qui s'intéressent à la douleur, même aux troubles de l'équilibre, parce qu'il n'y a pas de trouble de l'équilibre sans anxiété, par exemple. Il n'y a pas d'acouphènes sans trouble de l'équilibre, sans anxiété. Il n'y a pas d'acouphènes sans trouble de l'équilibre, sans anxiété, sans trouble du sommeil, par exemple. Donc, à partir de là, on voit bien que cette comorbidité, ces ensembles de symptômes définissent des tableaux cliniques où le cerveau est toujours partie prenante et on va toujours avoir un grand avantage à concerner utiliser tant le neurofeedback que le biofeedback, associé à ces techniques dont le professionnel a l'habitude de pratiquer. D'accord. Donc là, je voudrais juste revenir, c'est assez intéressant parce que, bon, on a parlé tout à l'heure un peu du sportif, mais est-ce qu'on pourrait, dans ce que tu viens d'expliquer, est-ce qu'on pourrait dire également la maladresse? Donc, on voit chez les enfants, donc, notamment de tout ce qui est au niveau de maladresse gestuelle. Est-ce qu'au niveau du sportif, exemple, si je pense au tir à l'arc, que ça soit tout tir précis, les gens qui font du triathlon, les gens qui ont qui exigent une adresse gestuelle, est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait prétendre que le neurofeedback pourrait les aider à aller un peu plus loin?
L'acte moteur est entièrement dirigé et pondéré par le cerveau. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend un sportif, il est évident que son attention divisée, partagée, est un facteur extrêmement important. Si on prend un sportif dans un sport collectif, par exemple, pour arriver à marquer un but dans le camp adverse, il faut amener le ballon jusqu'au but, mais savoir également, au dernier moment, pouvoir placer le ballon dans le fond du filet. Donc, tout cela va nécessiter, bien sûr, beaucoup d'autorégulation, et toute cette autorégulation, qu'elle soit justement au niveau cognitif, au niveau attentionnel, qu'elle soit au niveau émotionnel, de s'autoréguler par rapport à la phase de jeu dans laquelle on est, tous ces éléments-là, en plus bien sûr de ces habiletés techniques, vont permettre au sportif de pouvoir réussir dans sa performance. Donc on le voit bien, la finesse du jeu ne dépend pas simplement des éléments moteurs, mais également de cet ensemble. C'est tellement, tellement intéressant tout ça parce qu'à chaque fois qu'on en parle, j'ai toujours la chair de poule parce que, bon, pour les gens qui ne le savent pas, moi j'ai un neveu qui est de niveau olympique, un sportif de niveau olympique. Évidemment, maintenant, il est rendu à la retraite, mais il est quand même quadruple médaillé olympique, hein, donc c'est pas rien. Hein, donc, en passant, s'il nous écoute, hein, je suis vraiment fière de toi. Patinage de vitesse, c'est du sport de haut niveau, puis comme ce que tu viens de dire, c'est tellement des stratégies. Moi, la seule chose que, dans les années, j'espère à court terme, c'est que toutes ces équipes qui prennent en charge des Olympiens ou tout simplement des coachs qui prennent en charge des sportifs pour atteindre des objectifs puissent avoir recours justement au neurofeedback parce que c'est un complément qui est incontournable parce que, comme tu viens de dire, toute cette partie qui est propre au cerveau, et on sait très bien qu'un sportif de haut niveau, lorsqu'il est sur la ligne de départ, moi je me souviens très bien, donc mon neveu, Éric Bédard, à chaque fois qu'il y avait un stress qui était trop élevé ou qu'il n'arrivait pas à gérer, Éric avait des faux départs. Et là, évidemment, si tu en fais 2 faux départs, tu es disqualifié, tu es éliminé de ta course. Alors quand tu t'entraînes 4 ans pour faire partie des Olympiques, tu ne veux pas trop que ça t'arrive, quoi. Alors évidemment, la beauté, ce qu'on est en train de discuter, c'est de dire aujourd'hui, cette méthode, elle est accessible à des associations, à des sportifs ou des entraîneurs qui veulent prendre en charge ces jeunes ou ces sportifs de haut niveau. Il faut quand même savoir qu'en ce moment même, il y a des laboratoires dans les États, dans les Émirats, entre autres, qui ont énormément investi dans des systèmes de neurofeedback et de biofeedback pour préparer les prochains Jeux olympiques. Il faut savoir aussi que l'AC Milan fait du neurofeedback depuis plusieurs années, comme des grands clubs d'Angleterre. Donc ce n'est pas pour eux une nouveauté. Ce qui peut être une nouveauté et qui est en train justement de l'être en France, eh bien c'est surtout parce que ça se sait, ça commence à se répandre. Hein, et d'ailleurs, nous avons de plus en plus, nous également, de professionnels qui justement gèrent des clubs de sportifs à de haut niveau qui sont intéressés et qui sont déjà venus à nos formations de neurofeedback. C'est super intéressant, vraiment, vraiment. Alors écoutez, hein, si vous avez des gens autour de vous qui font du sport de haut niveau, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo et bien sûr de sensibiliser les gens qui sont dans votre entourage pour dire, je pense que si tu veux que ton équipe vise la médaille d'or aux Jeux olympiques, mais ça serait peut-être intéressant que tu puisses offrir le neurofeedback à tes jeunes sportifs pour pouvoir les aider à atteindre. Et on va terminer le chapitre sur les sportifs. Oui, tu as quelque chose à rajouter? Oui, je pense que nous avons commencé par tout ce qui était donc le monde de l'éducation, enfin du moins de la rééducation, le monde du sport. Oui, là, après, on va se diriger, effectivement, on va poursuivre vers les autres applications. Alors, donc, c'est pour ça que j'aimerais bien, donc, au niveau des sportifs, alors, on a vu, et bien sûr, on y reviendra dans une autre capsule, on est d'accord, mais c'est pour vous présenter les applications du neurofeedback.
Alors, tu as abordé un petit peu tout à l'heure, donc au niveau cognitif, hein, donc au niveau des adultes, avec les douleurs chroniques. Hein. D'ailleurs, au centre que nous avions à Saint-Lambert, on avait des physiatres qui nous référaient hein, beaucoup de clientèle avec des problèmes d'équilibre où ils n'avaient aucune solution et que le neurofeedback est venu quand même énormément les aider. Tu veux en glisser 2 mots pour qu'on les gens qui travaillent avec des personnes qui souffrent d'équilibre, de posture, de douleurs chroniques, qui puissent comprendre jusqu'où ça peut aller? Oui, on a eu la chance en 2018 de faire une intervention avec notre associé, Brandon, tous les trois, au congrès de la Société française de kinésithérapie vestibulaire. Nous avions choisi, avec un de nos amis ORL, situé dans le sud de la France, de prendre quelques-uns de ces patients et de mesurer leur activité cérébrale avant qu'ils n'entreprennent donc les traitements qu'il avait l'habitude d'entreprendre, qui sont des entraînements basés sur une approche globale, justement, une approche systémique, sans pour autant faire de neurofeedback, hein, précisons les choses. Et nous avons refait donc une évaluation par EEG quantitatif suite à ce traitement qu'il avait fait avec ses patients. Tout ça pour montrer qu'effectivement, nous avions avec cet outil de mesure quelque chose qui pouvait justement mesurer les effets d'autres thérapies que celles du neurofeedback. Donc c'est intéressant, d'autant plus si bien sûr on combine maintenant ces thérapies avec le neurofeedback. Ce qui est valable bien sûr pour les troubles de l'équilibre, pour les acouphènes, il y a tellement de voies à explorer dans le monde de la rééducation, ce qu'il faut signifier aussi. Il y a de plus en plus maintenant de possibilités qui s'avèrent intéressantes d'utiliser le neurofeedback pour les troubles des maladies neurodégénératives, que ce soit dans les cas de maladie de Parkinson, de séquelles d'AVC, d'héminégligences, toutes ces pathologies en fait qui sont quand même particulières et qui laissent des handicaps sévères et qui bénéficient du neurofeedback. D'ailleurs, là aussi, il y a eu au congrès de la neuropsychologie francophone de l'an dernier une très belle publication d'un de nos amis chercheurs en neurofeedback canadien et qui travaille aussi en Suisse sur l'héminéligence et comment les séances de neurofeedback pouvaient justement avoir des effets très efficaces sur l'héminéligence. Et de toute façon, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est mesurable. Alors, on va faire l'évaluation avant l'entraînement neurofeedback et bien sûr, on va refaire l'évaluation après le premier protocole pour justement voir la progression. Mais de toute façon, on aura la chance de l'expliquer dans une vidéo ultérieure. OK, moi j'aimerais que tu puisses maintenant dire au niveau des enfants, comment le neurofeedback peut aider les enfants? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les applications? Oui, on a parlé tout à l'heure de la dyslexie, mais ouais. bon, c'est bien sûr qu'un exemple. De plus en plus d'ailleurs dans les troubles neurodéveloppementaux de l'enfant, et particulièrement en France, on parle des enfants multidys. Ces enfants multidys, c'est-à-dire qui présentent de multiples difficultés, donc dysfonctionnelles, que ce soit la dyscalculie, la dysgraphie, la dyslexie, la dyspraxie. Il faut savoir que au cœur de ces difficultés, la plupart du temps, il y a un trouble attentionnel. Et que ce qu'on appelle le trouble d'attention, le TDA, avec ou sans hyperactivité, le TDAH, c'est quand même une entité qui est maintenant bien reconnue en France, même si elle a mis beaucoup d'années avant d'être reconnue par la Haute Autorité de la Santé comme une entité clinique. Ça remonte pas très loin, en 2015. Eh bien, malgré cela, de plus en plus de neuropédiatres, de pédopsychiatres, de psychologues, de neuropsychologues se rendent compte que ces enfants qui ont des troubles d'apprentissage sont en fait à rentrer dans ces profils de troubles de l'attention avec multiples comorbidités. Hein. Donc, c'est d'ailleurs dans ce domaine que la recherche en neurofeedback est la plus précise. Hein. Il faut bien se rendre compte que
déjà depuis 2012, et ça a été confirmé en 2014, les 60 000 pédiatres de l'Association américaine de pédiatrie ont reconnu le neurofeedback comme une intervention de niveau 1, c'est-à-dire le plus haut niveau d'efficacité, dans les outils de première ligne pour pouvoir aider ces enfants. C'est intéressant ça, ce que tu viens de dire là. C'est très intéressant. Hein? Vous avez entendu? Tu peux le répéter pour être sûr que tout le monde a bien entendu? Oui, bien sûr. Quand même, il y a combien? 60 000 pédiatres. 60 000 qui ont... C'est pas rien. Voilà, et c'est facilement retrouvable dans la recherche, bien sûr. Toute cette recherche est en anglais. On a d'ailleurs très bien compris que rien que cette limitation de la langue était un frein au développement du neurofeedback en France. Mais pour ceux qui sont intéressés, dans notre groupe Facebook, par exemple, on a beaucoup d'articles qui sont traduits en français. Et il doit y avoir justement ces articles qui concernent le TDAH et les troubles d'apprentissage chez l'enfant. Ben, c'est très intéressant, je vais en profiter. Je vais vous placer juste en dessous de cette vidéo le lien. Évidemment, ce groupe Facebook que Joël parle présentement s'adresse uniquement aux professionnels de la santé, de l'accompagnement ou de l'éducation, donc des gens qui travaillent déjà, hein, donc avec une clientèle, une population. Et donc, c'est vraiment réservé que pour cette catégorie. Alors, c'est intéressant, tu nous parles des enfants 10. Est-ce que, bon, toi, tu connais quand tu me dis, bon, ben, les enfants 10, bien sûr, c'est un grand chapeau. Pour les gens qui nous écoutent, ben, peut-être que pour eux autres, ils ne sont pas familiers. Alors, on parle de dyslexie, dysorthographie, quoi? Dyscalculie, dyspraxie, etc. En fait, toutes les difficultés... La dyspraxie? Oui, la dyspraxie aussi. Elle est... Mais comme je disais tout à l'heure, la dyspraxie, par exemple, va être beaucoup mieux abordée de façon combinée avec, par exemple, la psychomotricité, avec des thérapies combinées qui tiennent compte justement de ces aspects moteurs. Hein. Par exemple, une profession qui est quand même intéressante, qui est un peu connexe à celle de la psychomotricité, c'est ce qu'on appelle la graphothérapie, les graphothérapeutes. Je sais qu'en France, il y a quand même un certain nombre de graphothérapeutes, en Belgique aussi, je crois savoir, hein, qui, grâce à cette action combinée, neurofeedback et graphothérapie, comme on en a d'ailleurs parmi nos apprenants, sont devenus des professionnels qui ont des très belles clientèles, parce qu'ils ont beaucoup de succès dans les milieux scolaires qui les entourent. Bah, on peut juste parler de chez nous. Alors, si vous, hein, on peut en parler. Donc, moi, je m'occupais plus du secteur enfant à la clinique. Bien sûr, je vous dirais, tous les problèmes de psychomotricité sans neurofeedback, c'était des thérapies beaucoup plus longues. Hein. Nous, lorsque c'était combiné, évidemment, on s'est rendu compte qu'il y avait une progression plus importante. Et bien sûr, les parents, sont vraiment heureux de tout ça. OK, on parle des enfants 10. Est-ce que, tantôt, tu as parlé un peu du sommeil. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi le neurofeedback est efficace pour le sommeil? Eh bien, il est efficace non seulement pour le sommeil, mais pour tous les troubles qui, en général, vont avec le sommeil. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, les troubles du sommeil sont rarement eux aussi isolés, hein. À moins qu'il y ait vraiment des pathologies du sommeil comme la narcolepsie ou d'autres pathologies de ce genre. Mais la plupart du temps, les troubles du sommeil vont accompagner les états de stress décompensés, les états d'anxiété, les troubles dépressifs. Donc effectivement, nous avons eu de nombreux psychologues, psychothérapeutes qui sont venus à nos formations parce que tous ces symptômes sont tellement fréquents dans la vie d'aujourd'hui. Il y a tellement peu d'efficacité, ou du moins une efficacité qui est mêlée à tant d'effets secondaires, que de plus en plus on conseille aux médecins d'imiter ces prescriptions de médicaments pour le sommeil, hein, ce qu'on appelle les benzodiazépines. Hein. On sait qu'aujourd'hui, ces médicaments, s'ils sont donnés trop longtemps, peuvent induire des facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est avec beaucoup de précautions maintenant que ces médicaments sont prescrits. Il y a beaucoup de recherches scientifiques qui viennent supporter ça? Oh oui, il y a une grande étude d'ailleurs française qui a été faite pendant plus de 25 ans. Wow. Hein, oui, qui a montré qu'effectivement l'abus de prise de ces médicaments conduisait à des pathologies neurodégénératives.
Donc, oui, et d'ailleurs, il y a eu, encore l'an dernier, la HAS a encore fait une recommandation auprès des médecins de ne pas donner ces traitements pendant plus de 3 mois, et au contraire, et même de conseiller des approches alternatives, hein, que ce soit la méditation, que ce soit d'autres méthodes de relaxation, etc. Et nous, notamment, on se rend bien compte que lorsqu'un client va venir voir un psychologue et qui va lui faire une évaluation par rejet quantitatif, eh bien, il va pouvoir à ce moment-là pouvoir beaucoup plus l'aider en y ajoutant sa forme de thérapie comportemento-cognitive, s'il est dans ce domaine-là, ou sa thérapie systémique qu'il utilise habituellement. OK. Si on reste, bon, évidemment, on peut aborder aussi l'adulte, mais chez les enfants, on parle de plus en plus de burn-out chez les enfants. Est-ce que tu pourrais nous en toucher deux petites... tu pourrais nous toucher de quelque chose par rapport à ça, nous dire ce que tu en penses? Est-ce que... Parce qu'on sait... Est-ce que... Allez, je vais également aller plus loin. Est-ce que le neurofeedback peut aider ces enfants qui présentent ce genre de symptômes? Oui, le domaine de l'enfant est un domaine complexe parce qu'on ne peut pas considérer l'enfant seul. On ne peut pas considérer l'enfant son contexte familial, qui est son contexte primaire. Et donc, bien sûr, cet ensemble de la famille et de l'enfant est à chaque fois concerné quand il y a une difficulté chez l'enfant. Donc, si on est un neurothérapeute, que l'on soit psychologue ou même éducateur spécialisé, ou tout simplement dans le domaine de l'éducation, eh bien, dans la prise en charge, il va toujours falloir prendre en compte les interrelations, les interactions entre les parents et les enfants. Et pour répondre spécifiquement au burn-out, le burn-out, oui, bien sûr, il existe comme dans le milieu du travail. Et chez l'adulte, le milieu du travail est intrinsèquement lié à ces relations entre le milieu du travail et l'adulte. C'est exactement pareil pour l'état de burn-out de l'enfant. C'est-à-dire que il y a forcément des enfants qui sont en difficulté, mais qui compensent très très bien, qui ont justement de grandes facultés de compensation. Donc forcément, on ne voit pas immédiatement les méfaits de ces troubles sous-jacents. Souvent, le milieu familial n'est pas non plus assez prévenu, assez renseigné, informé des premiers signes, des signes précoces des difficultés. Hein. Et malheureusement, à ce moment-là, si on attend trop tard, on va tomber dans ces problèmes de burn-out. Mais c'est exactement pareil, on le voit bien aujourd'hui. On parle de prévalence des troubles de développement chez l'enfant, entre autres les troubles du spectre de l'autisme, par exemple. Je pense qu'il n'y en a pas forcément plus qu'avant. Par contre, le niveau d'information est quand même heureusement plus important qu'il ne l'était il y a 20 ou 30 ans. Hein. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, les exigences de la vie d'aujourd'hui font que très précocement, un enfant qui ne se développe pas comme un autre, on a quand même beaucoup plus de chances de pouvoir le repérer, le détecter, et donc de mettre en place des solutions plus adaptées. Le neurofeedback en fait partie. Hein. On sait de plus en plus à quel point le neurofeedback et le biofeedback peut aider des enfants qui sont avec des troubles du spectre de l'autisme. Hein. Nous-mêmes, d'ailleurs, dans notre centre à Montréal, on a, avec Guylaine, traité de nombreux enfants qui étaient atteints de ce trouble, avec le neurofeedback, en association, bien sûr, avec des thérapies combinées. Et nous avons aidé de très nombreuses familles dans ce domaine-là. J'aimerais maintenant, tu as tout à fait raison, tu as tout à fait, c'est vrai, c'est une réalité. J'aimerais maintenant que tu me parles des enfants HPI, parce que les enfants HPI, il y en a beaucoup. Et comment le neurofeedback peut accompagner ces enfants-là et aider évidemment par le fait même les familles à travers ça? Est-ce que tu peux m'en dire deux mots? C'est bien un problème particulier, les enfants HPI. Bon, déjà, pour commencer, être HPI, c'est pas un diagnostic. Hein.
Si, Est-ce que tu peux dire le mot, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, ah ne oui, savent oui, pas trop c'est excusez-moi. quoi Eh bien, l'acronyme? au Québec, on parle de douance et en France, on parle de haut potentiel intellectuel. Ben, le haut potentiel intellectuel, c'est plutôt un avantage. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça se traduit chez ces enfants? Eh bien, Fais-nous un résumé un petit peu eh de bien, chez ces si enfants. effectivement il s'agit simplement d'une caractéristique positive, eh bien, ça va simplement se traduire comme étant un enfant plus intelligent que les autres. Donc ça, c'est la définition. Plus facile à l'école? Oui, tout est plus Est-ce qu'il peut, donc c'est plus facile de se faire des amis? Alors, si ce n'est que sur le versant positif de cette caractéristique, il n'y a aucun problème, au contraire. Euh, pour être sûr qu'effectivement un enfant soit HPI ou un adulte, eh bien, il faut faire un test psychologique qu'on appelle le test du QI ou le WISC, Qui est le quoi? QI, ça veut dire quoi? le coefficient intellectuel. Et ce test-là va permettre de mesurer le degré de ce coefficient intellectuel. On sait que pour être dans la caractéristique des HPI, il faut avoir un QI supérieur à 135 dans un bon intervalle de confiance. Et d'ailleurs, si on a un doute, on refait en général un coefficient intellectuel quelques mois après. Hein. Mais ce n'est pas un diagnostic. Quand on va rechercher un diagnostic, c'est qu'il y a des troubles, justement. Et quand on a des troubles, oui, bien sûr, on va consulter un psychologue ou un neuropsychologue. C'est quoi ces troubles? Est-ce que tu peux nous mettre juste au parfum à quoi qu'on peut penser comme trouble? S'il y a des troubles, les troubles associés, bien sûr, des plus fréquents, c'est quand la caractéristique du HPI est très confirmée, c'est d'avoir un enfant qui est déscolarisé même, qui va parce qu'il est démotivé. Hein. Ces enfants-là s'ennuient à l'école, tout simplement. Et très souvent, le fait d'être dans cette différence, donc dans cette exclusion de par ses caractéristiques, va rendre son contact avec ses amis beaucoup plus difficile. Et là, effectivement, on va pouvoir constater des difficultés sur le plan des relations avec les autres. Mais aussi, lorsque cette caractéristique de HPI, d'ailleurs on le voit très très bien en faisant ce qu'on appelle justement un électroencéphalogramme quantitatif, qu'il y a une caractéristique de HPI, mais qu'en même temps, il y a donc une suractivation de certaines zones cérébrales. Dans ces conditions-là, ça va suractiver des zones qui sont très reliées avec celles qui vont générer de l'anxiété et qui vont générer aussi des hypersensibilités. Hein, donc, c'est pour ça que souvent, on confond un peu les deux, troubles, et qu'on pense qu'il y a forcément des troubles reliés au HPI. Non, c'est pas forcé. On peut avoir un HPI sans trouble et on peut avoir des enfants justement qui ont aussi des troubles, de la comorbidité. Et ces troubles-là vont être surtout ceux liés à une hypersensibilité auditive, tactile, visuelle, alimentaire, etc. Et aussi reliés à beaucoup d'anxiété. La plupart du temps, on trouve des enfants qui sont avec une suractivation qui produit beaucoup d'anxiété. Donc, c'est assez intéressant ce que tu viens d'apporter. On parle d'anxiété. Donc, cette anxiété, elle est autant chez les enfants que chez les adultes. En dehors, bien sûr, je parle de HPI. Le neurofeedback au niveau de l'anxiété est efficace ou pas? Déjà, l'anxiété, c'est le fléau de ce siècle. Donc, c'est quelque chose qui est malheureusement énormément répandu. Et il est évident que ces états d'anxiété vont, chez l'enfant, s'associer avec des difficultés académiques et familiales. Chez les adolescents, bien sûr, encore beaucoup plus, parce que c'est une période fragile de la construction de la personnalité. Et également chez l'adulte, parce que chez l'adulte, toute cette notion d'anxiété va énormément venir contrecarrer la performance au travail, les relations avec les autres, les relations interpersonnelles, etc. Oui, le neurofeedback est bien efficace pour l'anxiété. Pour la bonne et simple raison, c'est que souvent, l'anxiété, c'est une suractivation dans les zones au bêta. C'est-à-dire que c'est un cerveau qui tourne trop vite. Qui peut se manifester par des ruminations,
par de l'anxiété, mais également par de l'anxiété dite somatique. Quelles sont justement les personnes qui ne souffrent pas de crise de panique, d'accélération de tachycardie, de douleurs précordiales, de maux d'estomac, de maux de ventre, etc. Donc cette anxiété qui a ses caractéristiques somatiques vont aussi être très très facilement concernées par le neurofeedback. Intéressant, parce que là, on est rendu avec une belle description des différents symptômes où le neurofeedback est performant. Si on va maintenant un peu plus loin, donc on vient de parler des enfants, si on récapitule, donc on va dire la grande famille des 10, donc on a sur cette grande famille des résultats intéressants. Donc l'enfant, si son cerveau est bien régulé, il va avoir moins de difficultés d'apprentissage. Et la finalité du neurofeedback, c'est de pouvoir réguler justement toutes ces ondes cérébrales, son bon fonctionnement, pour qu'il puisse avoir accès à toutes ces ressources le plus rapidement possible au moment qu'il fait une activité quelconque. On ne se trompe pas avec ça. Super. Donc, c'est un peu comme tout à l'heure quand on a parlé du sportif de haut niveau, mais là, ici, c'est dans le cadre de l'enfant au niveau de son apprentissage. Si on parle au niveau de l'anxiété, c'est la même chose. Ce que j'entends, c'est que le neurofeedback va permettre de réguler. On parle ici des excès en haut bêta. Ça revient dans la vidéo précédente où on a présenté les alpha, bêta, θ, haut bêta. Donc, lorsque le haut bêta, il y en a trop, qui est mal positionné au niveau, on va dire, du cerveau, il est susceptible d'avoir des symptômes, notamment d'anxiété. Si on régule ce haut bêta, la personne va avoir une plus grande facilité pour retrouver ses ressources intérieures et gérer les imprévus, gérer ce qui se passe dans sa vie autour d'elle. C'est bien ça? Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va parler maintenant du cadre d'entreprise. Parce que nous avons aujourd'hui des cadres d'entreprise. C'est très exigeant. D'ailleurs, tout ce qu'on fait, peu importe ce qu'on fait, il y a toujours des exigences. Et si tu te rappelles, à notre cabinet, on a rencontré des cadres d'entreprise. Ils sont venus nous voir en disant, quand je fais des réunions, je dois avoir l'oreille partout, je dois tout entendre, je dois être capable de tout voir. Et je m'aperçois que ça me demande énormément d'efforts et que je n'y arrive moins bien qu'avant. Qu'est-ce que tu leur répondais à ces personnes qui t'exposaient cette situation? Eh bien, je leur répondais déjà qu'il fallait qu'ils aient une prise en charge par un coach, parce que les coachs sont de plus en plus nombreux en entreprise pour accompagner justement toutes ces difficultés et permettre justement le meilleur développement du travailleur au sein de l'entreprise. Et souvent, justement, on travaillait conjointement avec des coachs. Tu parles de neurofeedback et accompagnement en coaching, de façon à pouvoir aider à ces changements. Très souvent, non seulement nous avions des chefs d'entreprise qui étaient confrontés à ce type de réunion, on avait aussi beaucoup de cadres d'entreprise qui avaient des promotions et qui étaient donc à s'occuper à des postes supérieurs, avec des tâches bien sûr supérieures, et qui à ce moment-là se rendaient compte que c'était bien plus difficile pour eux. Pourquoi? Parce que un trouble d'attention minime peut facilement se compenser. Avec les années et la surcharge de travail, ce trouble d'attention augmente et il devient de plus en plus difficile de compenser. Et dans ces cas-là, souvent, la personne arrivait au niveau où elle ne pouvait plus assumer. Donc, c'est une prise en charge qui doit être faite. Elle est de plus en plus, je pense, répandue au Québec, notamment, dans toute la société nord-américaine. La prise de conscience de l'accompagnement dans les entreprises, du bien-être de la personne dans son milieu de travail est de plus en plus la règle. Et en France aussi, on s'aperçoit que ces métiers du coaching en entreprise
va se répandre à une vitesse grand V. Et c'est tout à fait naturel vu les exigences d'aujourd'hui. Et le neurofeedback offre un avantage, c'est qu'il permet surtout de prendre en charge d'un point A à un point B. On ne dira jamais assez que ce n'est pas simplement une intervention ponctuelle. Souvent, on pourrait reprocher au coaching de régler un problème, de régler un symptôme, et de ne pas aller plus loin dans la prise en charge. Or, le neurofeedback, à ce niveau-là, il ne peut pas tromper, puisque lorsqu'on fait une évaluation, une cartographie cérébrale, on va prendre en charge la personne jusqu'à ce que, comme tu le disais tout à l'heure, son cerveau soit bien régulé. Et à partir de là, on n'arrêtera l'entraînement que lorsque le cerveau sera bien régulé. Et surtout, on pourra aussi continuer de contrôler cette autorégulation, comment justement elle s'amplifie avec le temps. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité cérébrale. Et on pourra faire des évaluations de suivi, comme on faisait à 6 mois ou 1 an, de façon à voir comment la personne développe ses nouvelles compétences en fonction de son nouveau poste, etc., etc. OK, c'est intéressant. Donc, de toute façon, dans la prochaine vidéo, nous aurons l'occasion de pouvoir démontrer à tous les gens qui nous suivent depuis hier, donc depuis la précédente vidéo. Donc, nous aurons l'occasion de, bien sûr, vous montrer une séance d'entraînement, alors que vous pourrez voir en live. Si on reprend donc ces gens, ces cas d'entreprise et l'exemple que tu as donné, est-ce que on peut prétendre qu'une personne qui n'arrive pas justement ou n'a pas la chance d'avoir dans son entourage un service où on offre du neurofeedback, est-ce qu'on peut prétendre ou du moins est-ce qu'il peut arriver dans ce processus avoir un épuisement professionnel? Et si oui, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se traduit au niveau de son cerveau? Ce qu'on appelle le burn-out, c'est vraiment, en anglais, la traduction littérale, c'est une ampoule brûlée. Donc, il est évident qu'il ne faut jamais trop attendre cet état d'épuisement avant de réagir. Déjà, c'est le premier conseil. Malheureusement, souvent, on ne s'en rend pas compte soi-même et on a souvent tendance à projeter nos difficultés sur ceux qui nous entourent, sans voir comment on est concerné soi-même dans ces problèmes. On a été souvent confronté à ces états de burn-out au milieu du travail dans notre clinique au Québec. Et nous avions d'ailleurs été souvent rencontrer les compagnies d'assurance pour leur parler que un état d'épuisement professionnel, on était capable de pouvoir le mesurer, de pouvoir s'en rendre compte, bien sûr, sur le plan des symptômes, bien sûr, mais également de mesurer au niveau du cerveau qu'est-ce qui se passe. Excuse-moi, mais il existe des tests cliniques aujourd'hui, il y a plein de tests, mais là, l'important, c'est de vraiment quantifier ce qui se passe au niveau du cerveau. Oui, et souvent, on trouve, la plupart du temps, déjà des profils, c'est-à-dire que la personne qui va faire un épuisement professionnel, c'est déjà quelqu'un qui a un certain profil, c'est-à-dire que depuis un certain nombre d'années, elle travaille en compensant. C'est comme appuyer plus longtemps sur la pédale d'accélérateur pour obtenir le même régime. Donc il va forcément y avoir un épuisement des ressources. Et au niveau du cerveau, ces compensations se lisent très très bien. Et d'ailleurs, ce qui est un peu justement difficile, c'est que non seulement avant que la personne tombe vraiment en épuisement, ce qui est différent de la dépression, mais même si les symptômes sont très proches quand ça arrive, nous on était très habitués justement à non seulement bien sûr se baser sur des questionnaires, mais en amont de pouvoir épier, détecter ces signes précoces de compensation. Il est évident que quelqu'un qui déjà a un sommeil qui est perturbé de façon flagrante depuis quelques années, on sait bien que le sommeil, c'est la base même de la récupération. On ne peut pas travailler et avoir une bonne aptitude au travail si on a un mauvais sommeil.
Donc déjà, toutes ces personnes qui au travail ne dorment que 5-6 heures par nuit et s'endorment dès qu'ils sont sur le siège du coiffeur ou sur la chaise du dentiste, eh bien tous ces gens-là sont des gens qui ont un très mauvais sommeil, hein, et qui vont donc s'épuiser beaucoup plus rapidement au travail. Hein. Ils ne récupèrent pas aussi. Non, ils ont effectivement une très mauvaise récupération. Hein. Donc, c'est en travaillant sur ces facteurs essentiels de la régulation physiologique que l'on va pouvoir justement aider ces personnes à se sortir, ou du moins à éviter et aussi à se sortir de cet état de burn-out. Est-ce que ces gens ont certaines carences en delta? Oui, la carence en delta. Tu rentres dans un problème bien technique, hein, les ondes delta. Excusez-moi, alors bon, là, vous voyez, on est en train d'échanger parce que je sais que la prochaine vidéo, ça va être quelque chose que nous allons vous présenter. Alors, je vous mets déjà l'eau à la bouche pour bien sûr être présent pour la prochaine vidéo. Alors, voilà, hein. Donc, juste nous dire un petit peu, Joël, est-ce qu'on peut prétendre qu'il y a une carence en delta? Les ondes delta sont les ondes les plus lentes au niveau du cerveau. Hein. C'est effectivement ce qu'on appelle les ondes de 1 à 4 Hertz, c'est-à-dire que l'activité du cerveau, c'est une fréquence par seconde, c'est très très lent. Il faut savoir, pour comparer ce qu'est cette activité delta, c'est l'activité qu'on a quand on dort de façon profonde. Et quand on dort de façon profonde, on a encore des rythmes beaucoup plus lents, hein, puisque effectivement, quand on dort, on continue de respirer. Hein. Ce sont des rythmes très très lents, à moins de 1 Hertz. Hein. Les battements du cœur, c'est à moins de 1 Hertz. Tout un tas de fonctions de base sont très très lentes. Maintenant, je voudrais que tu restes sur cet élan, excusez-moi. Est-ce que tu peux nous parler donc de la bande de fréquence de θ? Présente-nous le alpha et le bon bêta et le haut bêta pour que les gens qui nous écoutent, hein, pour que vous puissiez vraiment voir un petit peu. Et encore une fois, on prépare le terrain de demain. Mais demain, on va approfondir, pas demain. La prochaine vidéo, on va approfondir encore davantage. Alors, est-ce que tu peux juste donner les fréquences là de ces différentes bandes? Pour finir sur le delta, oui. Comme le delta représente les ondes très très lentes, c'est un peu sur elle que tout le reste va se synchroniser. On peut dire que si on a un delta qui est bien régulé, on aura des oscillations, donc une activité cérébrale qui sera bien régulée. Et en général, on va dire que le delta, c'est un petit peu l'énergie dans le réservoir. C'est un peu des enfants, par exemple, qui sont TDAH. Eh bien, ils ont souvent, ou même les enfants qui s'épuisent à l'école, ils ont un très petit réservoir. Hein, c'est-à-dire que très rapidement, leur delta va s'épuiser, et ils vont être carencés d'ailleurs en delta. Hein. Il faut savoir que ce sont aussi les circuits de la récompense, hein, c'est la dopamine. Hein, donc tous ces enfants-là sont en déficit de dopamine. Hein. Et tout le monde le sait, nos enfants, quand ils ont entre 6 et 10 ans, arrivés à Noël, on ne peut plus les tenir. Arrivés à Pâques, ils sont épuisés. En fait, les rythmes scolaires sont très difficiles pour eux. Et ça va se traduire justement par ces carences en delta, ou ces difficultés en delta. Qui amènent des troubles du sommeil. Qui s'accompagnent avec des troubles du sommeil, des troubles de l'agitation motrice, etc. etc. Effectivement. Le θ, pour répondre à ta question, c'est... en fait, le cerveau, il connaît que 2 vitesses. Hein. C'est ce que tu expliques. Le repos et le travail. Dans les ondes lentes, qu'on appelle les ondes qui sont plus liées au repos, on a le delta, qui sont des ondes très très lentes. Et si le cerveau est un petit peu plus rapide, comme par exemple quand on dort et qu'on se réveille sans trop s'en rendre compte, en fait c'est ce qu'on appelle l'état hypnagogique, hein, eh bien ces ondes θ, elles sont entre 4 et 7 Hertz. Le cerveau est un tout petit peu plus accéléré. Et des perturbations en excès dans ces ondes, surtout sur la partie antérieure du cerveau, c'est typique des difficultés d'attention, par exemple. Hein. Donc c'est quand même un signe intéressant quand nous, on peut donc décrire et décoder ces ondes cérébrales pour mettre en évidence où sont ces excès. Ensuite, une fois que le cerveau est un petit peu plus éveillé, si je puis dire,
comme on peut être le dimanche matin, qu'on n'a rien à faire, donc on est paresseusement au lit, en train de penser à sa journée, et bien là on est dans les ondes alpha. C'est merveilleux, on est capable de se rendormir, mais on est capable aussi de s'éveiller. Donc on est vraiment dans cet état, d'ailleurs qui est l'état rêvé pour le cerveau, puisque d'être prêt à agir ou d'être prêt à se reposer, c'est d'être vraiment être dans le prêt à agir, c'est là qu'on est le mieux. Ces ondes alpha, cette bande de fréquence alpha, c'est entre 8 et 12 Hertz, entre autres chez l'adulte. Ensuite, on commence, le cerveau, là s'active. Par exemple, en ce moment, tous les deux, on est en bon bêta. Ces bonnes ondes cérébrales qui nous permettent de rester attentifs et concentrés sur ce que nous sommes en train de faire. Et puis, comme je le disais, si on dépasse cette bande de fréquence qui va de 13 à 18 Hertz, c'est-à-dire entre 18 et 30 Hertz, à partir de là, on rentre dans ce qu'on appelle l'activité de haut bêta. On ne va pas plus décrire les ondes cérébrales, mais il faut savoir qu'effectivement, donc comme je le disais lors de la première vidéo, on étudie ces fréquences entre 1 Hertz et 30 Hertz qui correspondent à nos rythmes d'activité quotidienne. Et bien sûr, lorsqu'on est à carence et on est en excès, on va retrouver un tableau symptomatique comme on a commencé à décrire. Oui. C'est bien ça? Oui, que ce soit en carence ou en excès, ça traduit donc un dysfonctionnement. Ces carences et ces excès vont être mis en évidence à l'aide de la base de données comparative. Ce n'est pas simplement en disant le G d'une personne. Il faut comparer l'activité de ce cerveau avec une base de données pour dire en écart type, donc par rapport à une population donnée, on est à plus un 50 écart type ou moins un 50 écart type qui se nomme carence ou excès. Et dans les deux cas, eh bien, ça veut dire que on n'a pas une activité qui est bien régulée et donc ça va perturber les fonctions qui correspondent à ces bandes de fréquences et à ces endroits bien précis du cerveau. Super intéressant. Vraiment, là, j'espère que vous êtes aussi passionné que l'on peut être passionné, mais c'est vraiment, parce que là, ça nous permet justement de comprendre plein de choses. OK, alors on a vu notre enfant, et tu sais, on était en train de parler tout à l'heure des enfants, et est revenu à ma mémoire la discussion que j'ai eue avec une étudiante qui a terminé sa formation donc cet été, qui me racontait ce matin dans un coaching où elle me disait que sa charmante petite fille pleure à tous les matins pour aller à l'école. Et là, elle a commencé le neurofeedback et déjà, elle a du changement. Et là, je crois, c'est 5 ou 6 séances de fait. Et bien sûr, il y a encore des symptômes, on est tout à fait d'accord. C'est pas le miracle, on fait une séance et puis hop, tout est rentré dans l'ordre, loin de là. Mais elle me racontait ce matin que déjà, c'était plus facile de se lever, plus facile de s'habiller, donc de respecter les étapes du matin et d'avoir des périodes de pleurs moins longues déjà. Donc, je trouve ça vraiment, pour moi, c'est toujours agréable d'entendre ce genre de partage. Et bien sûr, si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire en dessous de la vidéo. Nous allons répondre à toutes les questions que vous allez poser, nous allons y répondre. Maintenant, Joël, donc on a vu chez l'enfant, on a vu chez quelques symptômes au niveau des adultes. Évidemment, on n'a pas tout énuméré. On a abordé le sportif. Qu'en est-il de la personne âgée? Une personne âgée, avec le neurofeedback, qu'en est-il exactement? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour aider ces personnes âgées qui ont des déclins cognitifs, des troubles? On a abordé le trouble du sommeil, bien sûr, mais ils ont des troubles de concentration, etc. Alors, comment on peut faire pour les aider? Bien sûr, il y a énormément à faire pour le phénomène de vieillissement. Maintenant, il faut dire que ce n'est pas un secteur de recherche très attirant. Donc, il n'y a pas du tout la même quantité de recherche pour les déclins cognitifs ou les phénomènes de vieillissement que pour les enfants TDAH ou les troubles qui affleurent la santé mentale, l'anxiété, la dépression, etc. Maintenant, sur le plan clinique, c'est très intéressant. Pourquoi c'est très intéressant? Parce que la personne âgée
quelqu'un qui est très résilient en général. C'est-à-dire qu'il supporte lentement, inexorablement, le déclin de ses facultés. Et ce fait-là n'est pas là pour l'aider, puisque s'il n'y a pas justement une prise en charge par un état de, on va dire, de vigilance de la part de l'entourage, eh bien on va se rendre compte des événements trop tard. Combien de fois, tous les deux dans notre clinique, où nous avions quand même environ 300 entraînements de neurofeedback par semaine, on avait des grands-parents qui accompagnaient leurs petits-enfants et avec qui on discutait, qui reconnaissaient que eux aussi, ils commençaient à avoir une mémoire qui n'était pas aussi fraîche qu'avant, qui oubliaient des choses, qui étaient donc ce qu'ils observaient chez leurs petits-enfants, qu'ils s'attribuaient aussi et qu'ils découvraient ce que c'était vraiment que les troubles du déclin cognitif. Alors que malheureusement, dans notre société et même dans le traitement, la prise en charge médicale habituelle, on est tellement habitué à ne traiter que le symptôme qu'on n'est pas tellement appelé à interagir avant que les choses se dégradent trop. Pour ceux qui ont la chance de travailler dans le domaine de l'accompagnement avec les personnes plus âgées, que ce soit dans des centres dédiés pour aider ces personnes, que ce soit dans des suites chirurgicales. Il faut savoir qu'aussi les interventions chirurgicales chez la personne âgée peuvent provoquer, justement, accélérer ces déclins cognitifs. On sait par exemple que de plus en plus, il y a une entité qui est de plus en plus connue, d'ailleurs il y a de la recherche dans ce domaine-là, ce qu'on appelle le chémobrain, c'est-à-dire les conséquences cognitives de la chimiothérapie pour les cancers. On en a eu d'ailleurs aussi, nous, dans notre clientèle, se rendre compte que ces gens-là, c'est de notre rôle de justement les amener à prendre conscience de ces difficultés et à leur proposer de faire du neurofeedback. Là, ça demande un accompagnement. On a peu parlé, on en reparlera dans une prochaine vidéo, de l'importance de l'accompagnement actif lors du neurofeedback. Il faut savoir que prendre en charge quelqu'un en neurofeedback, c'est pas simplement le mettre devant une vidéo, une musique et attendre que les choses se passent. Il faut bien sûr mettre en route ce conditionnement opérant pour que le cerveau commence à répondre, comme le cas que tu donnais de cette petite fille qui, au bout de 5-6 séances, dans la maman commence à se rendre compte des choses. Ça veut dire que le conditionnement opérant commence à faire effet. Mais très rapidement, il va falloir que la maman, justement, fasse prendre conscience à sa fille que quand elle est calme et qu'elle est attentive, waouh, là, il y a encore beaucoup plus de récompenses. Et là, il y a un déplacement de l'attention qui va se faire en améliorant l'introspection de l'enfant, etc. Pour la personne âgée, ça va être pareil. La prise en charge va être de faire prendre conscience que faire justement améliorer les tâches cognitives, c'est déjà une grande amélioration par rapport à sa situation habituelle. Et là où ça va être très très important, c'est surtout dans la prévention des chutes, par exemple. On se rend bien compte que les chutes chez les personnes âgées sont encore trop souvent considérées comme des accidents, alors qu'en fait, elles sont très souvent reliées à un déclin des facultés attentionnelles. Bien sûr, on peut parler de la diminution de l'ouïe ou de la vision, mais ce n'est pas que cela, loin de là. Souvent, ça serait simple, ça serait juste ça. Il suffirait d'appareiller pour que voilà. ça puisse se corriger. Voilà. C'est beaucoup plus complexe que cela. Voilà, donc je pense que cette prise en charge de la personne âgée, elle doit nécessairement passer par de grandes qualités humaines de la part du neurothérapeute, du neuropraticien, et développer beaucoup de qualités d'écoute pour être justement à l'affût de tous ces petits symptômes qu'on peut justement améliorer, de permettre à redonner un peu d'espoir et bien sûr de voir effectivement un ralentissement de ce déclin cognitif. Et la beauté, avec ce que tu viens de dire, et la part du neurofeedback, c'est que la personne qui donc s'entraîne avec le neurofeedback, elle est en mesure d'avoir en temps réel, lorsqu'elle décroche, entre guillemets, parce que le thérapeute, déjà, il va le voir avant bien même que la personne se rende compte, mais il y a une prise de conscience parce que nous avons une lecture en temps réel lors de l'entraînement en neurofeedback.
sûr. Et on peut dire que le cerveau est alerté à tous les niveaux. Non seulement au niveau des automatismes sous-conscients, mais également au niveau de ce qui est explicite, donc ce qui frappe la conscience. Et puis il y a quelque chose qui me revient à la mémoire, qui est particulier d'ailleurs, on l'avait noté. Toutes ces personnes âgées qui viennent faire du neurofeedback, parmi elles, un grand nombre continuent à faire ce qu'on appelle des tâches, même après le programme de neurofeedback. Les gens découvrent, quand on fait du neurofeedback, que lorsqu'on a fait ce qu'on appelle, on expliquera ça dans le détail, le premier protocole qui comporte 14 séances environ de neurofeedback, lorsqu'on fait le deuxième protocole qui consiste à faire des tâches, nous donnons souvent des tâches cognitives à faire aux gens que nous entraînons, pendant qu'on les entraîne, pendant qu'ils sont justement avec le feedback de la musique, on leur donne des tâches de mots cachés, de mots croisés, etc. Eh bien, on s'était rendu compte que beaucoup de personnes, après leur programme de neurofeedback, continuaient à faire par eux-mêmes des activités cognitives de type mots croisés, mots fléchés, etc., qui démontraient qu'ils avaient pris goût à cette gymnastique cognitive qui leur permettait de développer, de retrouver des compétences. Et justement, parce qu'ils se sont rendus compte lors des entraînements neurofeedback, justement, le feedback qu'ils pouvaient recevoir et en temps réel leur permettait, ou du moins les encourageait. Oui, puis le bien-être qu'ils en aller tiraient. plus loin. Voilà. OK. Ben, écoute, je pense qu'on a vraiment dressé un beau tableau des applications en neurofeedback, du moins, on va dire, allez, 2 couches, hein, évidemment. Écoutez, le neurofeedback peut s'appliquer à bien d'autres symptomatologies que la personne peut rencontrer. Et puis même s'il n'y a pas de problème. Hein, bien sûr, on a abordé exactement. la performance, mais tout simplement pour améliorer le mieux possible son fonctionnement cérébral. Notre bien-être au quotidien. Pour la créativité artistique, pour bien des domaines où des gens, effectivement, qui sont... On a eu des comédiens qui sont venus sont venus dans nos formations pour être meilleurs avec des gens avec qui ils travaillaient sur scène, etc. Donc il y a bien des domaines, même où il n'y a pas de problème, qui bénéficieraient du neurofeedback. Super. Alors, écoutez, on va se dire pour cette deuxième partie. Hein? Alors, voilà, on vous a présenté à qui s'adresse le neurofeedback. On vous a présenté également de nombreuses applications du neurofeedback. Alors, ça vous donne vraiment un beau tableau. On est allé un petit peu plus loin qu'hier. Alors, maintenant, on va terminer donc cette vidéo sur ces mots. Et bien sûr, on va poursuivre avec la troisième vidéo où on va aller plus loin. Et là, on va vous montrer en temps réel comment se déroule une séance en neurofeedback pour que vous puissiez vraiment voir c'est quoi du conditionnement opérant, comment ça se passe au niveau des écrans, lorsqu'on vous parle de feedback visuel, lorsqu'on vous parle de feedback auditif. Alors, pour que vous puissiez vraiment dire « Ah, ça se passe comme ça ». Alors, parce que, bon, là, c'est des mots, mais c'est vraiment agréable lorsqu'on peut voir tout ce qui se passe. Et bien sûr, pourquoi pas être avec nous au rendez-vous. Hein? Donc, d'ici là, je vais vous placer sous la vidéo ce qu'on vous a parlé tout à l'heure pour faire votre demande, pour rentrer dans le groupe privé, donc qui est réservé encore une fois aux professionnels de la santé, de l'accompagnement et de l'éducation, donc les coachs au niveau sportif également, donc les professionnels. Et bien sûr, n'oubliez pas de répondre aux 3 questions parce que c'est Joël qui ouvre la porte et bien sûr, si les questions ne sont pas répondues, malheureusement, vous n'y aurez pas accès et n'oubliez pas aussi de nous mentionner votre profession. Alors, nous vous souhaitons une très, très belle fin de journée. Merci encore d'être avec nous, de nous suivre, vraiment. Et si vous pensez que cette vidéo peut aider un professionnel ou une professionnelle autour de vous, une connaissance qui intervient auprès de différentes populations qu'on a parlé tout à l'heure, mais n'hésitez pas, partagez vraiment si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Alors, d'ici là, Joël et Brandon se joignent à moi pour vous souhaiter encore une fois une très belle fin de journée et on se dit à la prochaine dans 2 jours. Merci, au revoir.